Bonsoir à tous, bienvenue dans Parlons Cash, l'émission qui vous explique la bourse sur LN24. Une fin de semaine dynamique mais agitée autour de l'IA alors que la Fed a baissé, on le sait, son taux directeur. On va en parler bien sûr avec nos analystes, avec vous Tara Bando. Bonsoir Tara. Bonsoir. Avec nos invités Maud Reynalter, bonsoir. Pour Belfius Asset Management et Mickaël Petitjean, bonsoir Mickaël. Bonsoir. Pour Waterloo Asset Management. Notre débat du jour, qui pilote vraiment Wall Street ? Qui influence les marchés aujourd'hui? Est-ce la Fed? Est-ce d'autres domaines? On en parlera tout à l'heure, mais aussi les cryptos avec Nicolas Ajas. Et tout d'abord, donc, direction les marchés. Et des marchés en ordre dispersé, avec toujours des craintes autour de l'IA, de Broadcom notamment, de bons chiffres néanmoins en Europe. On va rejoindre Guillaume Duchesne depuis la Banque Transatlantique Belgium à Bruxelles. Une semaine plutôt positive pour les marchés boursiers, avec des marchés européens qui ont gagné plus ou moins 1%, donc c'est le cas pour l'Eurostock 50. Alors, comme partout dans le monde, on attendait la décision de la Fed en milieu de semaine. Les 25 points de base ont été effectivement réalisés et le marché a réagi plutôt positivement. Le marché européen a été porté notamment par le secteur bancaire, parce que finalement, le secteur bancaire, qui est considéré comme relativement bon marché, profite également d'une pontification de la courbe des taux. Ce qui est intéressant d'un point de vue micro, c'est l'évolution notamment de BNP. Alors, BNP a simplifié sa structure sur l'ensemble de la semaine en cédant sa participation de 25% dans AG Assurance et en parallèle, donc ils l'ont cédé à AGAS, et en parallèle a renforcé sa position dans AGAS, et donc le BNP a gagné sur l'ensemble de la semaine avec toutes ces nouvelles 5%. Donc vous voyez que le secteur bancaire est quand même porté de manière générale. Si on vient plutôt sur les nouvelles un petit peu moins favorables, avec une réaction qui a été quand même assez forte mardi de Air France-KLM, qui a perdu 15%. Alors Air France-KLM a été pénalisé par le lancement d'une émission d'obligations d'un de ses partenaires, CMA-CGM, donc qui est un transport maritime, qui a une participation dans Air France-KLM et qui propose une émission d'obligations contre cession de cette position en action. Donc le titre a fortement réagi négativement, s'est repris un peu dans la semaine et finalement on clôture la semaine avec une baisse quand même de 7%. Du côté du luxe, une nouvelle aussi importante avec EssilorLuxottica qui a corrigé, qui a été pénalisé au cours de la semaine, pénalisé par l'annonce de Google qui relance ses lunettes, des projets de 2 lunettes connectées et qui donc évidemment viennent en concurrence. EssilorLuxottica a un projet avec Meta et donc cette concurrence un peu plus importante crée une nervosité et le titre a corrigé sur l'ensemble de la semaine. Toujours dans le luxe, Ferrari également a été pénalisé, a perdu 5% sur une séance. On constate que finalement les analystes sont un tout petit peu plus prudents. Certains analystes ont tendance à revoir un petit peu à la baisse le carnet de commandes pour l'année prochaine, notamment pour le nouveau modèle F80. Et donc le titre a corrigé. Au niveau des nouvelles à venir, en tout cas pour la semaine prochaine, c'est relativement calme. On arrive vraiment à la fin de l'année. S'il y a décision d'un point de vue macro de la BCE la semaine prochaine, il n'y a pas vraiment de publication en Europe. C'est Noël qui approche. Et cette semaine aux États-Unis, on a beaucoup parlé d'Elon Musk et de l'entrée annoncée de SpaceX en bourse, mais aussi de l'entreprise de glace Magnum. On va rejoindre Peter Tuchman à New York. Peter, qui est entouré cette semaine d'étudiants. It was a good beginning of the week with the IPO, the spin-off of Magnum ice creams. I can't believe you're watching that. You're a chocolate guy. Anyway, yeah, Magnum was actually a great thing. I did not realize that Magnum actually 21% of the they are responsible for 21% of ice cream business in the world. Can you imagine that? That's Magnum. amazing. They own Ben and Jerry's and all those other things. And the transfer actually, it's traded on the Amsterdam and the London Exchange. So it was a transfer here to New York. An interest rate change, and historically, the next 6 months to a year is going to be up 16%. Okay, that's this historic data. Day one, we were up 500 points on the Dow, 60 points on the S&P. Yesterday, however, we came in, the market was down. Everybody started saying, "Oh, Wednesday was just an emotional day; it was not real." Sure. SpaceX is going on the IPO. It's 2026 first quarter. They believe it's going to be the first quarter of 2026.
The valuation just went from 800 billion yesterday to 1.5 trillion on SpaceX IPO. Call me crazy. But they also, the most exciting part of the whole thing was they starting to talk about making data centers in space. Now, we know that the whole problem with data, I swear to you, it's a great story. Data centers, that the biggest expense in building data centers is going to be the grid. Are we going to use nuclear energy, or are we just going to start charging, right? And find a place where it's actually affordable. That's why the idea of having data centers in space was a great idea. There's no gravity. It's great. So next time, Forbes 2026, Elon Musk will be the number one again. He will be beyond the richest man in the world. We've got 2 weeks left to the year. The most important thing is we have an S&P rebalance coming up. We have a Russell rebalance. You're going to have tax harvesting, right? You're going to have people either window dressing and taking the market up to close at the high, right? I mean, we're inches away from the high, right? Right? We've had 48 record highs this year. So my gut is I think we close out the year on the high. That's my gut. Voilà, qu'en est-il maintenant des taux de devises et matières premières? On évoque notamment toujours l'or, l'argent, le cuivre. On va rejoindre Raphaël Goldwasser depuis Goldwasser Exchange à Bruxelles. Bonjour à tous. Alors on va faire le point cette semaine sur l'actualité au niveau des taux d'intérêt, des devises et des matières premières. Alors si on commence avec les taux d'intérêt, ben là, voilà, cette semaine, ce qu'on retient, c'est la décision de la Fed d'abaisser pour la 3e fois de suite les taux d'intérêt. Alors le marché s'y attendait, s'y était préparé, et donc il n'y a pas de gros changements au niveau des taux d'intérêt sur le marché. Les taux à 10 ans aux États-Unis, on est aux alentours de 4,15%, et le 10 ans allemand, on est aux alentours de 2,85%. Sur le marché des devises, cette baisse de taux d'intérêt a entraîné une baisse du dollar américain qui perd plus ou moins 1% cette semaine à 1,1750. Alors au niveau des matières premières, là c'était, en tout cas pour les métaux précieux, c'était parfait parce que qui dit baisse des taux d'intérêt et baisse du dollar, c'est un climat parfait pour les métaux précieux. On a l'argent qui progresse très fort avec des nouveaux records à 64 $ l'once. L'argent a pris par exemple 50% sur 3 mois. On a l'or qui progresse aussi, qui est au plus haut depuis 1 mois à 4310 $ l'once. Et si on s'intéresse cette semaine au métal rouge, le cuivre, progresse de 30% cette année. Donc ça veut dire que l'économie, entre guillemets, mondiale se porte bien. Alors pourquoi est-ce que le prix du cuivre a tellement progressé? Il y a plusieurs explications. La première explication, c'est peut-être la transition énergétique. Donc pour donner un exemple, on utilise beaucoup de cuivre, mais dans la production d'une voiture électrique, on va retrouver 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique. Il y a aussi la demande liée à tous ces data centers, ces centres de données où il y a des serveurs. Ça fait beaucoup de câblage, beaucoup de cuivre aussi. Et ce qui est compliqué avec le cuivre, c'est que si la demande est très importante, l'offre a du mal à suivre. Donc on se retrouve dans une situation de déficit parce que entre le moment où on découvre un gisement de cuivre et le moment où on peut exploiter ce gisement dans la mine, il y a souvent plusieurs années. Et donc, on s'attend encore à ce que l'année prochaine, en 2026, le prix du cuivre soit à des niveaux très élevés. On avait commencé l'année autour de 8 700 $, on est aux alentours de 11 800 $ la tonne de cuivre. Alors, la semaine prochaine, on va suivre aussi jeudi les chiffres de l'inflation. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est vendredi, la Banque du Japon, qui serait peut-être amenée à augmenter pour la 2e fois cette année ses taux d'intérêt. Ça pourrait peut-être aider le yen à rebondir, une des devises les moins performantes cette année. Voilà, bon week-end à tous. Merci à Raphaël Goldwasser. On va maintenant faire réagir nos invités à l'actualité de la semaine. Maud Reynalter, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Il y avait bien sûr la baisse des taux de la Fed, mais c'était déjà pricé par les marchés, oui, j'imagine. Bien sûr. Oui, la baisse des taux de la Fed était pricée par les marchés. On va voir ce qu'elle va faire. Il y a pas mal de discussions autour du niveau de l'inflation, du marché de l'emploi qui reste quand même assez fort. On a eu des chiffres de l'emploi qui sont restés assez forts. Donc, on verra ce qui est prévu pour l'année prochaine. Il y avait deux baisses de taux qui étaient pricées. Maintenant, il n'y a presque plus qu'une. Donc, à voir
ce que la Fed fera l'année prochaine. Il y a aussi pas mal de discussions autour de l'AI, des investissements. Pas mal de craintes en cette fin de semaine. Voilà, Oracle, Broadcom, peut-être qu'on en parlera, mais la volatilité des marchés, des actions individuelles sur l'AI, c'est quand même quelque chose qui reste encore. C'est quand même une bonne nouvelle. Ce dont Peter a parlé, le fait qu'on peut maintenant trouver l'énergie beaucoup moins chère dans l'espace en prenant cette énergie solaire moins chère, H24, et alimenter les data centers. C'est un vrai problème. Oui, on en avait parlé sur le plateau à l'époque effectivement du prix de l'électricité. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Après, les CAPEX, l'infrastructure, le prix des investissements, ça reste toujours une question. Est-ce que ces investissements seront rentables ? Michael Petitjean, alors justement, ces craintes sur l'IA en cette fin de semaine, on a vu Broadcom notamment qui a fortement chuté. Comment on l'explique ? Voilà, il y a quand même des bons résultats. Et puis, il y a eu cette annonce aussi de report d'Oracle, je pense, de construction de data center. On sent que le marché reste quand même fort fébrile autour des annonces. Oui, il y a un facteur qui pèse beaucoup, c'est effectivement les dépenses en capital, et Maud vient d'en parler. Je pense qu'on a des entreprises qui font beaucoup de profits, il ne faut quand même pas se voiler la face. On est dans des marges EBIT, comme on dit dans le jargon, donc des marges de profit qui sont très élevées. Donc c'est des machines à cash quand même, il faut garder ça en tête. Elles, pour l'instant, elles effectivement recourent davantage au marché obligataire, donc elles émettent de la dette, mais en fait, en termes nets, quand on tient compte du cash, des réserves de cash, elles sont en fait excédentaires, elles restent excédentaires. Donc ça reste quand même un facteur qu'on doit garder en tête, mais effectivement, il y a des dépenses en capital qui sont très élevées. Et je pense que le marché va de plus en plus faire le tri, si vous voulez, entre des entreprises qui sont peut-être un peu trop tournées vers des dépenses en capital et en investissement, sans vérifier finalement le bien fondé en termes de rentabilité. Voilà, ça, je pense que le marché va davantage faire de tri. Et c'est vrai que nous, par exemple, on a chez Waterloo Asset Management, on a enlevé notre surpondération en technologique. Maintenant, on est neutre au niveau du secteur technologique. Ça ne veut pas dire qu'on est pessimiste sur le secteur technologique, mais on a enlevé notre surpondération. Quelles sont vos prévisions ou attentes au niveau de la nomination du nouveau président de la Banque centrale américaine? Il y a 3 candidats, il y en a un qui est préféré par Trump. Et puis alors, au niveau de la baisse des taux, est-ce qu'on s'attend que ce sera encore continuer sur cette tendance-là, tendance baissière? Nous, on pense que les 3 baisses de taux sont déjà extrêmement bienvenues. On était convaincus qu'il n'y avait pas besoin en fait d'avoir ces 3 baisses de taux, étant donné en fait la robustesse de l'économie américaine. Je pense que quand on regarde le marché du travail, il est un peu en statu quo, mais on ne peut pas parler de récession. Le risque de récession est encore bien loin devant nous. Pourquoi Donald Trump alors il exige qu'on je pense que c'est un facteur politique, vous voyez. C'est encore plus les taux. C'est quelque chose qui sur le plan politique rapporte beaucoup. Les gens, qu'est-ce qu'ils regardent? Ce sont le coût de leur emprunt hypothécaire, la possibilité de devenir acquéreur. La classe moyenne, elle souffre aux États-Unis pour l'instant. Oui, la classe moyenne souffre parce qu'effectivement l'inflation reste persistante et les taux longs en fait restent relativement élevés en fait. Oui, ça c'est l'évolution des taux à court terme. Vous voyez que dans les années 80, au tout début à gauche du graphique, on a des taux qui étaient extraordinairement élevés. En Europe aussi, hein. Oui, à l'époque, oui, c'était très élevé. On a touché on a dépassé les 20, si je regarde bien. À l'époque, on avait 7% dans certaines banques en compte d'épargne, on a plus ça. Oui, voilà. Donc maintenant, on est dans une phase de baisse de taux. Faut quand même se rendre compte qu'on est resté très longtemps à des taux nuls. Et c'est vrai que le fait d'avoir des taux élevés, qui restent élevés à 10 ans, 15 ans, c'est ça qui détermine en fait le coût des emprunts hypothécaires, en fait, le coût de l'acquisition d'un bien immobilier. Donc c'est ça que Trump voudrait bien voir baisser, en fait. Moi, peut-être encore un petit mot sur l'actualité, cette entrée en bourse, on l'a évoqué, de SpaceX et Elon Musk qui pourrait devenir le premier billionnaire. Voilà, quelle est votre analyse de cette entrée qui serait c'est bien en règle générale, l'entrée en bourse, ça donne beaucoup plus de surface financière à la société pour faire des investissements. On parlait tout à l'heure des CAPEX, c'est important. Donc, oui, nous, on est plutôt favorable à avoir des sociétés entrées en bourse. Ça donne de la liquidité, ça donne de la transparence. Ça permet aussi l'innovation. Hein. Vous parliez tout à l'heure d'avoir effectivement accès à de l'électricité solaire H24, c'est ce qui est important. Qui vient de l'espace. Voilà, oui. Donc oui, on est super positif sur le fait d'avoir des nouvelles introductions. Ouais. Eh bien, on va passer au top et flop de la semaine. Et on commence par le top. Tara, et vous épinglez Warner Bros. On sait qu'il y a ce rachat annoncé par Netflix.
Oui, alors pourquoi d'abord Warner est à vendre? Alors, au mois de juin 2025, le conseil d'administration a décidé de scinder le groupe en 2 entités. D'ailleurs, pour réduire la dette qui était de 35 milliards de dollars. D'un côté, les studios de cinéma, télévision et HBO Max d'un côté, hein, et de l'autre côté, le pôle Discovery avec les chaînes télévisées, dont par exemple CNN. Et quelles sont les offres alors, Tara, qui sont sur la table? La semaine dernière, on avait appris que Netflix proposait 82,7 milliards de dollars pour les studios et HBO Max, donc pas la télévision. Avec un paiement en action et en cash par action. Et alors directement après, lundi, on a eu le lundi ou le mardi, on a eu Paramount qui a surenchéri avec une OPA hostile, contre-attaque de 108,4 milliards pour le tout, y compris la chaîne TV, qui est menée en fait par David Ellison. Alors David Ellison, c'est le fils de Larry Ellison, propriétaire lui d'Oracle et qui est un ami proche de Donald Trump. Et Donald Trump, justement, le président américain, peut influer sur ce rachat? Ah, évidemment, bien sûr. Pourquoi? Et d'abord, il avait exprimé ses doutes sur l'offre de Netflix parce que il invoque, et c'est vrai, une part de marché excessive et que ça pourrait d'ailleurs fragiliser l'industrie du cinéma et le streaming. Netflix aurait eu quasiment plus de 50% du marché. Netflix, c'est 350 millions, je crois, d'utilisateurs payants dans le monde. Exactement, il y a quasiment un monopole. Et Warner, c'est 130. On est très très loin, mais c'est surtout que Paramount est très très loin derrière. Et n'avait vraiment pas au même niveau. Et alors surtout, ça aurait fait plaisir à Donald Trump parce qu'à ce moment-là, il aurait pu, entre autres, avec Paramount qui rachèterait la Warner, eh bien, dans le giron, il y aurait CNN qui a toujours fort critiqué le président Donald Trump. Ah ben voilà, on y arrive. Et c'est quoi le prochain épisode alors, si on peut dire? Un prochain épisode très très important. Le conseil d'administration de Warner Bros va examiner l'offre de Paramount d'ici le 22 décembre et va émettre d'ailleurs une recommandation aux actionnaires qui devront choisir entre Netflix et Paramount. Alors attention, parce qu'en cas de victoire de Paramount, en plus de ça, Netflix se ferait infliger une amende de rupture, une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars. Donc, d'ici le 22, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Michael Petitjean, peut-être une petite réaction. Cette méga fusion, c'est une bonne chose pour les titres Netflix? Alors, ça, c'est compliqué. C'est compliqué de savoir. Je pense que si Netflix, effectivement, parvient à acquérir la boîte, c'est vraiment... Je pense que c'est une bonne nouvelle, effectivement. La création pour les studios, mais pour la production. En fait, au niveau plutôt macro, quand vous avez des grandes annonces de fusion-acquisition comme ça et qu'on surenchérit, c'est quand même jamais une très bonne nouvelle parce que on risque c'est-à-dire que c'est the curse of the winner, comme on dit en mauvais français. C'est la malédiction du gagnant, c'est-à-dire que celui qui va acquérir la boîte va l'acquérir à un prix qui est déraisonnable en fait. Et donc c'est ça qu'il faut essayer d'éviter dans ce genre de scénario-là, c'est de ne pas monter trop haut au niveau du prix d'acquisition. Et puis au niveau de la diversité culturelle, peut-être que ça faisait un petit peu peur, je pense, à Hollywood aussi, parce que clairement il y aurait eu des coupes dans les effectifs. Il y a aussi ça, acquiert des studios et donc arrive directement au niveau de la production. Ils avaient déjà leur propre pôle de production. Des studios physiques, On passe au flop, Tara, et vous épinglez Oracle, on en reparle. On reparle de la famille Ellison. Évidemment, alors, ils ont perdu 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors, juste pour le savoir, petite remise en comparaison, il faut savoir que la dette de Oracle dépasse justement les 100 milliards de dollars, mais ils ont un carnet de commande de 523 milliards. Et donc le marché se demande s'ils pourront l'honorer. Et c'est pour ça en fait qu'entre autres, même si les résultats de ce trimestre sont solides, on a un chiffre d'affaires en hausse de 14%, le groupe a déçu sur ses prévisions pour le trimestre en cours. Et donc le marché a directement puni le titre. Et on a eu une contagion immédiate avec Nvidia qui a suivi Amazon. Broadcom aussi. Et alors, en fait, le marché a des doutes vraiment légitimes sur la rentabilité immédiate quand on voit les énormes investissements en infrastructure dans l'IA, les fameux CAPEX, Capital Expenditure. Et pour le focus action, cette semaine, Tara, vous épinglez un graphique intéressant. Oui, un graphique qui sort chaque année, qui est pas mal. On le voit sur le site Visual Capitalist. Les 50 entreprises les plus profitables au monde. Évidemment, sans surprise, dominées par les géants de la tech américaine, avec en tête Alphabet, 124 milliards de dollars de revenus nets. Microsoft juste derrière, 104 milliards. Alors moi, si vous regardez le graphique, j'ai entre autres entouré, quand on regarde, on voit Nvidia. Pourquoi? Parce que quand on regarde à gauche, c'est le montant
Plus on monte, eh bien, on a le montant élevé. Et puis à droite, c'est la marge. Et on voit qu'en fait, Nvidia plutôt, a une marge qui dépasse les 40%. Alors intéressant également, parce que tout en bas, alors le bénéfice n'est peut-être pas si élevé en montant en absolu, mais c'est Visa, qui a une marge énorme en fait. Peu de gens en fait le savent et en sont conscients. Et alors à l'extrême gauche, par contre, alors également un revenu, en tout cas un bénéfice net assez important, mais qui, au niveau des 50 entreprises mondiales, évidemment, n'est pas si important que ça, c'est Walmart. Et là, on est à l'extrême gauche parce que la marge est minuscule. Une marge qui est à 3% net quasiment. Alors, mais quand on sait que Walmart fait le plus gros chiffre d'affaires mondial, on est à quasiment 700 milliards de dollars par an. Évidemment, c'est les distributeurs, c'est un autre secteur. Donc, par secteur, les marges sont différentes. Mais on voit, c'est un tableau assez intéressant parce que, comme je dis, on voit des fois des choses intéressantes comme Visa. Peu de gens savent que la marge dépasse les 40%. Eh bien, merci Tara. On va marquer une petite pause dans cette émission. Puis on se retrouve juste après. On évoquera à nouveau la baisse de taux de la Fed et qui pilote vraiment les marchés. On va se poser cette question avec nos invités. Et puis, on fera le point sur les cryptos aussi avec Nicolas Ajas. Des cryptos en baisse et puis en stabilisation en cette fin de semaine. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Parlons Cash et dans un instant, on va analyser toute l'actualité des cryptos avec vous, Nicolas Ajas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. En quelques mots, les cryptos cette semaine? Cette semaine, c'est beaucoup la stagnation. Stabilisation, voilà. On va dire. On verra ça tout à l'heure avec vous. Mais tout d'abord, la Fed nous a offert son 3e cadeau de Noël, si l'on peut dire, une nouvelle baisse des taux de 25 points de base, moins 0,25%. Mais derrière cet atterrissage en douceur, déjà anticipé largement par le marché, se cache une question brûlante. Qui influence réellement les marchés aujourd'hui? La Fed et les banques centrales, les hedge funds ou les milliards de liquidités, les fonds indiciels, les trackers, les flux passifs, les algorithmes spéculatifs, peut-être. On va en débattre avec nos invités. Mais tout d'abord, Tara, vous êtes venu avec un graphique et quelques chiffres, comme d'habitude. Oui, en fait, quand j'ai discuté de ce sujet avec le professeur Michael Petitjean de chez Waterloo Management, il m'a envoyé des graphiques et alors je trouvais qu'il y en avait deux qui étaient vraiment très interpellants. Le premier, en fait, on voit les actifs sous gestion des hedge funds, c'est un autre graphique, mais alors celui-ci est intéressant aussi. Ça, c'est sur le règne absolu des Big Three, en fait, ces fameux trackers, donc ces fonds indiciels. BlackRock, Vanguard et State Street qui, à eux trois, contrôlent quasiment plus de 24 000 milliards de dollars d'encours indiciels. C'est quasiment 1/5 de toute la bourse américaine, on va dire. Ouais, c'est colossal, évidemment. BlackRock, c'est plus de c'est 11 000 milliards ou 12 000 milliards de dollars. C'est énorme. Alors, ce qui est surtout intéressant dans ce tableau que le professeur m'avait donné, c'est 88% des cas où ils sont le premier actionnaires institutionnels et sociétés cotées dans le SP500. Et c'est vrai que quand vous allez regarder le profil, la fiche technique ou résumé d'une entreprise, quelle qu'elle soit, Walmart ou Apple, vous regardez à droite les top 10 actionnaires, souvent vous retrouvez ces trois noms. Parce que quand on achète un tracker, eh bien, on donne le pouvoir de droit de vote à ces maisons-là, ces trois maisons, BlackRock, Vanguard et State Street, qui se retrouvent souvent dans le top 3 des actionnaires et qui ont un poids énorme. L'autre graphique qui est intéressant, c'est les actifs sous gestion des hedge funds. Alors les hedge funds, eux, quand on voit en fait leur poids, il a explosé. On est passé, je pense qu'en 2000, on était à 325 milliards de dollars. Et puis on est passé à 5 540 milliards de dollars fin 2025, avec pas mal d'investisseurs institutionnels en fait, qui leur confient directement, en tout cas aux gérants stars, aux ces méga hedge funds comme Citadel ou Millennium, vraiment une part de leur portefeuille en disant voilà, on vous fait confiance avec souvent des stratégies long short ou d'arbitrage différentes. Et on voit qu'avec ce type d'acteurs, les hedge funds et les trois maisons qui sortent ces fonds indiciels, ces trackers, eh bien, on a quand même, je dirais, un troisième pouvoir ou un deuxième pouvoir à côté de la Fed, parce qu'avant la Fed, évidemment, donnait un petit peu la leçon au marché. On voit qu'ici, en fait, ces fonds ont quand même beaucoup d'importance. Ouais.
Michael Petitjean, c'est vrai que quand on voit ce graphique, on se dit, ben voilà, les 3 fonds, c'est colossal en fait dans les marchés. Oui. Il y a une influence énorme. Oui, il y a une influence. Alors, il faut garder en tête que ces 3 grandes sociétés, effectivement, ont une sorte d'oligopole, il faut reconnaître, c'est très impressionnant. Et les fonds indiciels, à eux seuls, captent 57% donc de tous les encours d'actions. Donc, c'est effectivement une dynamique qui est déjà présente depuis pas mal de temps. Maintenant, il faut bien garder en tête que ces sociétés-là n'interviennent pas directement dans la gestion des entreprises qu'elles détiennent en portefeuille. Elles pourraient le faire sur le plan juridique, elles ne le font pas. Donc il n'y a pas, par exemple, d'administrateurs dans les conseils d'administration qui sont nommés par ces sociétés-là. Elles agissent, elles influencent sur le cours des choses, c'est assez clair, elles ont comme un pouvoir. Elles votent, ça c'est clair, et donc elles influencent de cette manière-là aux assemblées générales. Mais elles n'ont pas voulu, pour l'instant en tout cas, avoir d'administrateurs qui influencent le cours directement des choses au sein des entreprises, pour une raison qui est assez d'abord évidente, c'est qu'il y a un risque quand même d'abord juridique, c'est-à-dire que quand on est membre du conseil d'administration, on est quand même responsable de la bonne conduite de l'entreprise. Et puis le deuxième facteur, c'est qu'il pourrait y avoir des conflits d'intérêts. Quand on agit dans un sens pour une entreprise, on peut pénaliser une autre entreprise. Or, ces entreprises-là, comme on a dit, donc BlackRock & Co, sont propriétaires de 88% comme premier actionnaire de toutes les entreprises. Donc, on pourrait créer des conflits d'intérêts et ça, elles ne veulent pas rentrer dans ce domaine-là. Donc, pour l'instant, en tout cas, elles n'ont pas un pouvoir qu'elles utilisent de manière directe, mais c'est clair que c'est impressionnant de voir l'évolution. Un autre graphique que vous apportez, c'était sur le trading haute fréquence, dont on oublie un petit peu l'importance. Est-ce qu'il est vraiment un impact significatif? Alors, le trading haute fréquence, qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'effectivement, ça joue dans la tuyauterie intrajournalière. Donc, c'est une petite industrie, en fait. Elle est en croissance. On le voit sur ce graphique-là. Elle est en croissance, il n'y a pas de doute. Elle va continuer à croître. Mais en fait, en termes de taille, ça reste quand même une petite industrie hyper spécialisée et qui influence la liquidité et la volatilité intrajournalière. Donc ça n'a rien à voir avec l'importance de ces grands fonds indiciels, mais néanmoins dans la tuyauterie intrajournalière, donc que les investisseurs comme vous et moi, on ne voit pas nécessairement tout le temps, ça a un rôle quand même assez important. Mais il ne faut pas les diaboliser, parce qu'on a raconté beaucoup de choses sur le trading à haute fréquence qui étaient faux en fait, qu'elle provoquait les chocs. En fait, c'est faux. Moi, j'ai travaillé là-dessus. Il y a un doctorant qui vient de défendre sa thèse doctorale là-dessus. En fait, ces sociétés-là ne provoquent pas les chocs, mais elles peuvent accélérer la dégringolade des cours, parce que c'est le principe de la patate chaude en fait qu'elle se refile. Oui, mais après quand on parle aux particuliers, je veux dire à n'importe quel investisseur, et qu'on vous dit qu'on peut faire des trades, on passe plus en nanosecondes exposant -9, mais en picosecondes en -12 pour gagner des cents par minute, ça fait quand même... Ça, franchement, il faut pas... Moi, je rassure toujours les investisseurs en disant il ne faut pas vous préoccuper de ça. C'est pas votre terrain de jeu. Vous savez, qu'il y ait des requins... C'est le terrain de jeu de qui, alors? C'est le terrain de jeu de ces sociétés-là qui vont essayer de grappiller des profits. C'est une niche. C'est une niche. Ils vont essayer de grappiller des profits à très haute fréquence, à des millisecondes, nanosecondes, picosecondes. Mais en fait, fondamentalement, ça ne doit pas avoir d'impact chez les gens, chez les investisseurs, parce qu'en fait, il faut pousser les gens à investir sur le long terme. Pour le long terme. Et donc ces petites choses-là qui interviennent à la milliseconde, il ne faut pas que ça les perturbe, ça ne doit pas les freiner d'investir dans les marchés, parce que ça, c'est un autre terrain de jeu. Parce qu'il y a une importance des algorithmes aujourd'hui, bientôt de l'intelligence artificielle certainement aussi à ce niveau-là, non? Oui, ça joue déjà beaucoup, et c'est lié à ça. En fait, les sociétés de trading à haute fréquence, quelque part, elles ont implémenté l'intelligence artificielle un peu avant les autres déjà, c'était des algorithmes. Donc, mais ça, encore une fois, moi j'insiste là-dessus, ne pas croire que ce sont ces firmes-là qui peuvent empêcher d'avoir des rendements adéquats sur le long terme lorsqu'on a une politique d'investissement sur le long terme. Et là, vous avez aussi apporté un deuxième graphe aussi, qui est également intéressant. Et est-ce qu'on voit, quand on regarde en fait, au total, quand on additionne tous ces acteurs, donc les hedge funds, le trading haute fréquence, les fonds indiciels, est-ce que le particulier finalement? Le particulier, vous savez, c'est quand même, au bout du bout, c'est quand même lui qui investit. L'épargne, elle doit venir de quelque part. Et donc l'épargne, elle vient toujours soit de petits investisseurs ou d'investisseurs institutionnels ou de gens qui sont fortunés, mais
effectivement, il y a une épargne qui est là. Alors, la Réserve fédérale c'est ce qu'on voit ici à l'écran, en fait. Oui, et donc là, par exemple, on a... alors ça, c'est aux États-Unis, parce qu'évidemment, on a plus de chiffres pour les États-Unis que pour l'Europe, malheureusement. Mais il y a 71 millions de ménages aux États-Unis. 345 millions d'habitants aux États-Unis. Ouais, donc c'est plus de 50% de la population américaine qui détient des fonds communs de placement, donc les fameuses SICAV. Donc c'est plus de la moitié. Donc c'est dans la culture américaine. Et malheureusement, pas le cas en Europe, c'est pas le cas dans ces proportions. Malheureusement, j'ai pas les chiffres, mais on est bien au-dessus. Et je pense qu'on peut même presque diviser par 2, mais j'ose pas trop m'avancer. Ce qui est intéressant, parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment une culture d'investir dans les trackers. Mais Maud Reinalter avait amené un autre graphique, en fait, au niveau de la richesse, la bourse en elle-même. Oui, on serait étonné de voir. Voilà. Ça, c'est la société américaine. En noir, c'est quoi ? Alors, en noir, je pense que ce sont... 1% oui, en gris, c'est 1% de la population qui a, je pense... 50% de la bourse. Exactement, 50%. 1%. Mais on parlait tout à l'heure de M. Musk. Donc 345 millions d'habitants, ça fait 3 millions de personnes qui ont 50% de la bourse. Voilà, pourquoi ? Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a 1000 nouveaux millionnaires par jour. Hein. Oui, en effet, mais il y a des richesses... très importante. On parlait tout à l'heure, je reviens sur M. Musk, il détient aussi une partie de ce qui est coté lui-même dans sa richesse. Il investit également en bourse. Et ce qui est intéressant, donc on voit après le rouge, donc on voit plus ou moins 35-40%. Ici à côté, ça c'est les 9 autres pourcents. Voilà. Qui sont aussi très riches. Et finalement, la classe moyenne ne détient que 10% ou moins de 10% de la bourse américaine. Oui. Et pourtant, c'est vrai, dans la culture, par l'intermédiaire du 401, c'est le fonds de pension, les investissements pour la pension, les Américains, en règle générale, ont beaucoup d'ETF, parce que c'est intéressant pour eux également au niveau fiscal, pour leur pension. Donc, ils ont beaucoup du marché américain. Donc, ça veut dire finalement que les plus riches investissent beaucoup en bourse. Voilà, aussi. C'est ça que Peter disait. Donc, il disait, à la fin d'année, ça va pousser le marché. Il y a à la fois le rééquilibrage des indices, on sort certaines valeurs, on en rentre certaines. Et puis, il disait, il y a cet abattement fiscal. Voilà, parce qu'en fait, exactement, ils investissent et alors ils remettent... il remet vraiment de l'argent dans la bourse en disant je prends le SP500 ou le Dow Jones ou le Nasdaq dans mon portefeuille. Exactement. Et donc ces investisseurs individuels, tu le disais tout à l'heure, en fait ils investissent dans les ETF, mais au final ils détiennent une partie du marché eux-mêmes. Et la frange de la population la plus riche détient énormément. Aujourd'hui, si le marché américain baisse de 20%, eh bien c'est un risque aussi sur l'économie. Par l'intermédiaire de ces investisseurs qui sont là, qui sont sur le marché, parce que ça peut les faire moins consommer, etc. etc. Alors, peut-être Mickaël Petitjean, sur qui contrôle finalement la bourse. Est-ce qu'on surestime le rôle de la Fed finalement, parce qu'on évoque souvent ces baisses de taux. Est-ce qu'on le surestime ? Mais d'ailleurs, j'ai une petite chose que je voulais dire, c'est qui contrôle, vous l'avez mis au singulier. Ouais. Et donc moi je trouve que c'est simplificateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une institution ou un groupe d'institutions qui contrôle Wall Street. Ouais. Je pense qu'il fait beaucoup plus humble et relativiser tout ça. Il y a un ensemble d'acteurs qui jouent, la Réserve fédérale joue un rôle quand même assez important et elle a une double casquette aujourd'hui. Elle a influencé effectivement depuis toujours le prix de l'argent via les taux d'intérêt, mais on a vu depuis la crise de 2008 qu'elle a fortement investi elle-même sur le marché obligataire et qu'elle a voulu influencer les taux longs. Pas uniquement les taux courts, mais les taux longs. Donc là, la Fed, effectivement, est un acteur très, très important. On l'a dit, les hedge funds, on a parlé du trading à haute fréquence et on a parlé des hedge funds, donc, et puis des clients finaux. Donc c'est un paysage quand même plus compliqué qu'on ne le pense. Et il ne faut surtout pas faire penser aux investisseurs qu'il y a une sorte de complot de quelques grandes institutions qui pourraient orienter. Non. Voilà, évidemment, mais on peut le laisser croire. C'est-à-dire il y a quand même ce genre d'histoire-là qui circule. On le voit sur le dernier graphique que Maud Reinalter avait apporté. Il y a une prime de risque des actions américaines, en fait, et la Fed, en jouant sur les taux, justement, impact là-dessus. Voilà. On peut un petit peu expliquer ce graphique, en fait, pour le moi, vulgariser. Comme dirait Peter, mon collègue, la Fed, c'est le chef d'orchestre de tout ce système financier.
elle met en place les taux courts, puis les taux courts vont être extrapolés sur les taux longs, et puis l'investisseur, au final, il doit choisir entre des actions qui vont lui apporter un certain rendement ou finalement les obligations qui vont lui apporter un autre rendement. Et la différence finalement... Donc le rendement attendu des actions américaines, des bénéfices, c'est en rose. Voilà, ça c'est juste les bénéfices attendus divisés par le prix de l'action. Donc c'est ce qu'on peut attendre au minimum en termes de rendement. 4,4%. Voilà. Et puis quand on est en gris, ça c'est les obligations, 4,1%. Voilà, et ça ce sont les obligations d'État à 10 ans américaines. Donc aujourd'hui... La prime de risque est de minimum. Elle est quasiment presque nulle quand on regarde et qu'on calcule cette prime de risque comme ça. C'est ça qu'on voit en tout final, 0,3. Voilà, exactement. Donc c'est qu'est-ce que l'investisseur peut attendre des deux classes d'actifs, et la différence, c'est quel risque il est prêt à prendre entre les deux classes d'actifs. C'est très peu, 0,3% pour investir en actions. C'est peu parce que le marché part du principe que c'est au minima la croissance des bénéfices qu'on va avoir sur les marchés actions et qu'on pourrait être surpris à la hausse. Et par quelles sociétés? Les sociétés technologiques, peut-être, qui ont supporté la croissance des bénéfices sur les 3-5 dernières années. Et donc, les investisseurs parient sur ce momentum des sociétés technologiques. Conclusion, est-ce qu'il faut plutôt se porter vers les obligations américaines et se dire, tiens, maintenant c'est intéressant? Alors, sur les obligations américaines, attention, pour un investisseur en euros, on prend le risque dollar. Il faut quand même le répéter parce que le niveau facial 4,5 peut sembler intéressant, mais on prend le risque dollar, donc il ne faut pas l'oublier. Il y a le taux de change, évidemment. Voilà. On a encore bougé avec quand justement la Fed a changé ses taux. Aujourd'hui, on a un 17. 17,45, 17,50. Voilà. Donc, sur les bénéfices, évidemment. Ça peut impacter la performance en euros de l'obligataire. Être investi dans les actions américaines, nous, on y est toujours. Le marché est cher, mais pour une bonne raison. Il y a de l'innovation et de la croissance. Donc moi, je proposerais aux investisseurs de diversifier en ayant à la fois des obligations et des actions. Michael Petitjean, peut-être une question, que peut-on attendre de la Fed en début d'année prochaine? Est-ce qu'on va encore vers une autre baisse de taux ou voilà Écoutez, nous, ça fait quand même 2 ans qu'à chaque fois, on était plutôt conservateur sur l'évolution des taux d'intérêt. Et le marché a à chaque fois fait un peu marche arrière. C'est-à-dire qu'il s'attendait à des baisses de taux. Chaque fois, il a été un peu déçu. Ici, on a quand même 3 baisses de taux depuis septembre 2025. Et on a une baisse en tout depuis septembre 2024 de 175 points de base. Donc il faut quand même réaliser le chemin qui a été parcouru, et je pense qu'il va y avoir une petite pause qui va être opérée par la Réserve fédérale. Ils vont attendre de voir un peu l'évolution de l'inflation. Nous, on estime quand même qu'on va vers un chemin lentement, mais on va vers le chemin vers 2%, lentement, certainement lentement, plus lentement qu'on ne le voudrait, mais quand même vers 2%. Et la variable politique, parce qu'il y a quand même, c'est très important, un changement de président très bientôt. Ouais. Et le favori que Donald Trump a en tête serait beaucoup plus docile que Jérôme Powell. Ouais. Et Donald Trump aimerait bien qu'on baisse beaucoup plus vite les taux. Il voulait d'ailleurs qu'on baisse de 0,50 et pas 0,25 cette fois-ci. Ouais. C'est aussi un facteur à tenir compte pour le voilà, 2026. Il faudra voir quel choix il va opérer. Moi, je préférais Christophe Waller, qui est déjà en fait dans le comité monétaire. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vu très juste depuis très longtemps. Donc je trouve que ça, c'est une valeur sûre. Et c'est d'ailleurs Trump qui l'avait élu, donc il pourrait confirmer son choix qu'il avait effectué il y a quelques années. Maintenant, Asset, c'est un candidat qui peut jouer son rôle correctement. Il faut savoir quand même qu'il avait écrit un bouquin en 1999, dont le titre est très Dow 36 000, donc juste avant l'éclatement de la bourse, la bourse technologique. Donc le timing était désastreux parce que le Dow avait complètement fléchi. Donc il a écrit un bouquin qui ne vaut pas grand-chose. Maintenant, il a fait d'autres choses qui sont assez bonnes, sur le plan académique notamment. Eh bien, à suivre, on va parler tout de suite d'autres investissements avec les cryptos. Nicolas Agas, rebonsoir. Donc, stabilisation cette semaine après quand même des baisses successives des cryptos. Il y a pas mal d'actu aussi au niveau des cryptos. Que faut-il retenir cette semaine, Nicolas? Oui, effectivement, ça fait maintenant 2 semaines qu'on remarque qu'on reste dans la fameuse bande des 90 000 à 95 000 $. Bon, ok, il y a des petites hausses, des petites baisses, mais on reste toujours dans cette bande-là. Concrètement, les marchés sont à la prise de bénéfices et sont clairement
dirigés, si on veut savoir qui dirige le marché crypto, ils sont clairement dirigés de plus en plus par les institutions. Une en particulier que on ne nommera pas à chaque fois, mais clairement le fameux ETF Bitcoin de BlackRock joue énormément sur les marchés. Ça stabilise, ça a plutôt tendance à stabiliser. Ça a plutôt tendance à stabiliser. Parce qu'eux, ils ne sont pas là pour jouer. Ils ne font pas de l'achat-revente en fonction de l'émotionnel. Ils ne sont pas là pour ça. Mais les gros flux, ça vient entre autres de chez eux. Les gros flux viennent de chez eux, clairement. Donc du coup, aujourd'hui, ils influencent beaucoup le marché. Et en parallèle de ça, on remarque énormément d'utilisation d'outils automatisés, aussi bien pour faire du trading intraday que aussi pour proposer des placements automatisés sur base d'IA ou autre. Il y a beaucoup ça dans le secteur, dans le marché crypto. Ces deux éléments-là jouent beaucoup sur les tendances du marché. Autre chose importante, c'est que, on a ces deux éléments qui influencent, mais l'adoption compte aussi beaucoup. Au fur et à mesure que l'adoption augmente, on voit l'intérêt et l'afflux de petits porteurs qui investissent dans le secteur. Et pour la première fois en Europe, on ne pourra plus dire qu'il n'est pas possible à travers une banque nationale d'acheter des crypto-monnaies, puisque depuis hier, le groupe Banque Populaire et Caisse d'épargne en France ont annoncé qu'ils vont proposer l'achat, la revente et le stockage de cryptoactifs. Et donc, Bitcoin, Ethereum, en fait 4 dans un premier temps, Bitcoin, Ethereum, Solana et j'oublie le dernier, seront disponibles pour l'entièreté de leurs clients via la simple application bancaire, mobile et en ligne. Ça, c'est un changement quand même. C'est un changement énorme. Jusqu'à aujourd'hui, c'était relativement freiné. Petit à petit, on a ouvert la porte à ce qu'on appelle les fameux stablecoins, qui sont en train de changer le paradigme de l'échange plutôt, je dirais, international, des échanges internationaux. Et maintenant, c'est carrément l'achat de Bitcoin himself qui est proposé à monsieur et madame tout le monde. Avant, c'était plutôt réservé aux institutions, soyons honnêtes. Maintenant, c'est vraiment ouvert. Donc, il y a une petite course qui est en train de se lancer. La France a pris la balle au bond et a démarré. Et il semblerait que Santander aussi fait la même chose. Donc, à mon avis, il y aura plusieurs banques qui vont proposer leurs services là-dedans. En parallèle, dans l'actualité, qui se souvient d'un certain Do Kwon? Ce nom, c'est une colle. C'est un jeune homme de 34 ans qui a beaucoup fait parler de lui il y a plus ou moins 2 ans. C'est l'ancien président-directeur général d'une société qui s'appelait Terra Luna qui a totalement plombé le marché crypto. On le voyait partout, puisqu'au total, il a réussi quand même à faire disparaître en moins de 24 heures 40 milliards de dollars. Il y a eu des suicides, il y a eu beaucoup de choses, en Asie en particulier, à cause de lui. Il avait disparu pendant plus ou moins 1 mois. Il s'est fait attraper par le FBI, figurez-vous, qui allait le chercher là où il était. Ils l'ont ramené aux États-Unis. Et aujourd'hui, il a été condamné à 15 ans de prison ferme. Alors c'est une peine quand même assez lourde. C'est une peine extrêmement lourde. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Pour un délit financier, en tous les cas. Pour un délit financier, oui. Pour un délit financier, c'est quand même beaucoup. C'est au niveau Madoff avait été condamné pour beaucoup plus. C'était 150 ans. Oui, 150 ans. Oui. Mais lui, c'est un effet cumulé. Il a eu plusieurs condamnations. Au total, 150. Lui, c'est que la première. Il faut voir les chefs d'accusation. Oui, c'est que la première. C'est que la première. Les chefs d'accusation, en général, quand la SEC vient vous chercher, et le FBI, c'est que c'est très important. Il en a une quarantaine au total. Donc, à mon avis, on en a d'autres qui vont totalisent aux États-Unis, c'est vrai. Oui, ils font la somme. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, de son côté, c'est tombé. Bizarrement, évidemment, dès que l'annonce est tombée, devinez ce qui s'est passé sur les marchés. La fameuse crypto qu'il avait inventée a fait plus 180%. Alors, pas la peine de vous dire que ce n'est fondé sur rien du tout. C'est de l'émotionnel pur. C'est pas parce qu'une décision pareille est tombée. Est-ce que ça a duré Malheureusement, oui, ça s'est un peu stabilisé entre-temps, mais on sait déjà ce qui va se passer. Comme un peu toutes les cryptos à tête de chien, ça va disparaître par lui-même. Donc, soyons honnêtes, on est dans ce secteur-là. Et une bonne nouvelle quand même, figurez-vous qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années, sur son PC, mine du Bitcoin depuis quelque temps, grappille des poussières de Bitcoin et est bien content. Il se réveille ce mercredi et découvre qu'il a miné un bloc entier de Bitcoin tout seul.
à lui tout seul. Concrètement, ça signifie que l'entièreté de ce qu'on appelle les récompenses lui ont été versées. On parle quand même de pas loin de 280 000 $ qu'il a réussi à avoir comme ça. Pas mal. C'est que des poussières. Non, là, c'est plus des poussières. Là, il a trouvé un bloc. Des poussières de minage qui, en fait, au total... Oui, voilà. L'entièreté de ce qu'il a réussi à calculer... Quelle note d'électricité a-t-il eu aussi? Ça, je ne connais pas les détails. C'est extrêmement rare. Ça n'arrive presque jamais. Normalement, il faut une infrastructure et des data centers entiers qui font ce genre de choses aujourd'hui. Bon, le hasard est bien tombé sur lui. Espérons pour lui que ça continuera, mais à mon avis, c'est un peu comme jouer au loto. Autre chose, les cours, évidemment, bien sûr. Alors, au niveau des cours, Bitcoin, Ethereum, comme j'ai expliqué, c'est quand même fort stabilisé, donc on ne va pas trop il y a un couloir pour rentrer. le Bitcoin, c'est entre 90 et 85. On est toujours entre 90 000 $ et 95 000 $, et Ethereum, toujours entre 3 000 et 3 200. On reste toujours dans ce couloir. On a plutôt touché par le haut plusieurs fois ces 2 dernières semaines, mais clairement, il n'y a pas eu de direction claire ni de dépassement. Par contre, la crypto qui a été sélectionnée cette semaine est une crypto qui s'appelle Zcash. Je ne vais pas rentrer sur le projet parce que mais c'est une des crypto-monnaies nombreuses qui existent sur le marché. Et celle-ci s'est démarquée par une performance quand même de 40% en une semaine. Du coup, elle a attiré un peu mon attention. On en parle comme le nouveau Bitcoin. On en parle beaucoup comme le nouveau Bitcoin, avec un côté anonymisation plus poussé, soi-disant une technologie meilleure. C'est le sujet qui m'intéresse le plus. Et du minage aussi. Et beaucoup de minage, mais ne rentrons pas dans ces détails-là. Ce qui est sûr, c'est que l'annonce qui a surtout permis une progression de cette crypto, c'est le fait que Grayscale, une grande société américaine dans le secteur crypto, a décidé de lancer quoi? Un ETF sur ce fameux Zcash. Les ETF sont beaucoup en vogue. C'est un produit financier très utilisé pour faciliter l'accès. Du coup, un tracker. C'est un tracker. Donc, qui suit le cours du Zcash. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, forcément, beaucoup de gens préfèrent acheter avant que tous les autres aient accès. Comme ça, ils se disent, au moins, ils l'ont pris au plus bas. À plus 40%, je ne suis pas sûr. Mais OK. On verra à l'avenir. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. On vous retrouve la semaine prochaine. Non, après les vacances. Oui. Après les vacances de Noël, de fin d'année. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve pour la dernière partie de cette émission avec notamment vos questions à nos experts. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Parlons Cash. Vous pouvez nous envoyer vos questions pour nos experts sur l'adresse parlonscash@email.com. Une question pour vous ce soir, Maud Reynalter. Mon portefeuille, nous demande Donovan de Hatt, est fort orienté S&P 500 et en dollars, qu'il a déjà fort grimpé en 2023, plus de 24%, en 2024, plus 25%, et puis cette année encore, plus 18%. Alors que faire en cette fin d'année? Sortir de la bourse ou protéger mon portefeuille, vous demande-t-il? C'est une très bonne question. Je crois que je vous ai amené un graphique qui montre les rendements par mois en moyenne sur une très très longue période. Et on peut voir que le mois de décembre, en règle générale, c'est une très très longue période. Et donc en règle générale, le mois de décembre est un très bon mois. On le disait tout à l'heure, il y a les réinvestissements qui se font avec les plans de pension, etc. Et puis il y a les personnes qui remettent de l'argent pour l'année qui suit, etc., qui se disent aussi peut-être j'ai pas investi assez cette année dans le marché, j'ai loupé le début d'année. Donc voilà, généralement, le mois de décembre est un bon mois. Donc, je conseillerais plutôt à votre téléspectateur de rester investi, de choisir éventuellement d'investir dans des secteurs qui sont un peu plus défensifs. Diversifiés, voilà, ne pas avoir... je dirais les gagnants de toute l'année qui ont pris une grande place dans le portefeuille et reste moins de diversification pour le reste. C'est ce qu'on voit sur votre deuxième graphique. En fait, au niveau des secteurs, la volatilité est différente. Exactement. Il y a des secteurs qui sont plus stables. Vous mentionniez tout à l'heure Walmart avec une marge faible. Voilà, la distribution. C'est juste en dessous. Et puis le au-dessus, on a l'informatique avec l'IT. Voilà, exactement. On voit que la volatilité de l'information technologie est plus élevée que des secteurs qu'on dit plus défensifs comme la pharmacie,
pharmacie ou la distribution retail Ou la santé. ou la santé, oui, Donc la il faut pharma. plutôt choisir le fond du graphique si on veut être plus défensif. En tout cas, en diversification, Ouais, oui. Si on a c'est beaucoup ça. de technologies D'accord. qui a bien fait, on peut aller pêcher dans des secteurs plus défensifs, moins chers. Ça, c'est aussi une source de diversification. On peut aussi prendre un peu des profits sur les très grandes positions. C'est ce qu'on appelle les drifts de portefeuille. Quand le portefeuille s'est mis par l'effet de la performance s'est concentré sur une société, par exemple, on peut réduire et acheter, diversifier dans d'autres secteurs moins volatiles également. Et le market timing, rentrer-sortir, ça coûte de l'argent aux Alors oui, investisseurs. je vous ai aussi amené un graphique qui montre que le market timing, évidemment, quand on loupe les bonnes journées de l'année, ça peut coûter très vite très cher. Et là, on voit que quand on loupe quelques jours, ça coûte un petit peu. Mais quand on loupe les 50 meilleurs jours, ça peut coûter très cher en termes de performance. Vous achetez, vous vendez. Généralement, quand vous vendez et que le marché remonte, vous ne voulez pas racheter tout de suite parce que finalement, le marché est allé plus vite que vous. Donc, vous loupez des hausses, etc. Donc, le plus important, c'est l'horizon d'investissement. On ne le dira pas assez. Le long terme, si vous investissez en actions, il faut être conscient que ça peut être volatile à court terme, mais à long terme, c'est un bon investissement. Merci Maud, on va passer tout de suite Avec au plaisir. dicton. Et donc un dicton pour vous, Mickaël Petitjean. En théorie, la Fed devrait couper l'open bar quand la Fed bat son plein. En pratique, les marchés testent jusqu'où l'organisateur de la soirée est vraiment prêt à laisser faire. Donc que faut-il en conclure et de qui est ce dicton? Oui, j'ai voulu choisir ce dicton-là parce que pour une fois, c'est peut-être pas un grand investisseur que tout le monde connaît. En fait, ici, c'est un ancien président de la Réserve fédérale. Celui qui est resté le plus longtemps. Ouais, il est resté 19 ans donc à la tête de la Réserve fédérale entre 1951 et 1970. Et c'est Il le a premier connu qui- 5 différents présidents des États-Unis. Là, on le voit avec Lyndon Johnson Oui. à droite. C'est Ah, lui donc qui a- là, c'est lui qui a c'est tenu Johnson. tête. Il a tenu tête au président pour la première fois. Ouais. Et là, on doit être donc entre 1963 et 1969. 68, je crois ça. Voilà, donc parce que Johnson, il a passé la main en 69. C'est un président qui a été un président très solide. Et déjà, je trouve qu'il avait toute sa perspicacité parce qu'on voit à quel point il comprend bien le rôle de la Réserve fédérale dans la dynamique dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce dicton-là, parce qu'il est encore extrêmement d'actualité. Et on voit à quel point, en fait, le politique aussi peut faire pression de manière indirecte sur les institutions financières pour orienter la politique monétaire dans le sens du politique. Et on sait que ça a effectivement joué parfois en défaveur des marchés et a déséquilibré le marché dans le passé. Et là, on le voit bien. Et je pense que c'est un défi pour l'année 2026. C'est effectivement de savoir si le futur président de la Réserve fédérale va avoir les reins suffisamment solides pour résister à la pression politique. C'est ce qu'on voit sur le dernier sondage de CNBC du 9 décembre. Asset qui est en tête s'il devrait l'être. Voilà. Ah oui. Ben voilà. Et should be, par contre, c'est Waller. Oui, mais voilà. Mais moi, c'était un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, moi, j'ai une préférence, effectivement, pour Waller, que je trouve assez exceptionnel. Il a toujours eu une vision, notamment sur l'évolution des taux, qui était beaucoup plus en ligne avec ce que nous, on pouvait penser. Et Asset, bon, là, visiblement, on pense que ça va être celui-là. Mais j'aimerais bien que ce soit Waller, parce qu'il a plus d'expérience, plus de vision sur le long terme. Asset, j'ai un peu de crainte qu'il fasse un peu ce que Trump lui dicte de manière un peu indirecte. Mais on verra bien. Mais d'un autre côté, vous savez, Powell était quelqu'un qui a été nommé par Trump aussi, et finalement Powell a résisté à la pression politique. Donc je pense que quand on occupe une fonction, eh bien parfois on est surpris positivement par ce qu'on peut faire. On incarne la fonction et on arrive à tenir ses distances par rapport au reste. À suivre dès l'année prochaine, dans les prochains Parlons Cash. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir participé. Vous pouvez bien sûr la revoir tout au long du week-end et sur YouTube ainsi que sur notre site ln24.be. Excellent week-end à toutes et à tous.